Bonjour à tous, je suis en Auvergne aujourd'hui sur le site du parc de loisirs Vulcania. On va bien entendu parler des volcans, comment se forment-ils, où en est l'activité volcanique aujourd'hui. On verra aussi quels liens ils peuvent avoir avec le climat. La majorité des volcans se créent aux limites des plaques tectoniques. Lorsqu'elles entrent en collision, des masses vont s'enfoncer sous terre, augmentant températures et pressions. Le magma se forme, prêt à remonter à la surface. L'Auvergne a hérité de ces cratères géants. Dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on a d'un côté la formation d'une chaîne de montagnes depuis 35 millions d'années, les Alpes, et puis en conséquence de cette formation de chaîne de montagnes, on a l'ouverture du continent ouest européen, là où nous nous trouvons en Auvergne. Donc cette croûte terrestre s'est finalement écartée, amincie, le manteau terrestre a remonté plus proche de la surface, et donc des magmas ont pu se créer. Et comme ces magmas se sont créés, quelques 15 millions d'années après, on a des magmas qui sont remontés vers la surface et ont formé des massifs volcaniques, les uns après les autres. Alors les premiers se trouvent dans la plaine de la Limagne, pas très loin de la ville de Clermont-Ferrand. Vous avez une série de petites failles qui ont permis à du magma de remonter au cours des 100 000 dernières années et qui a formé la chaîne des puits que nous connaissons et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la faille de Limagne à côté. Après, il y a des volcans qui sont plus imposants. Alors, on parle par exemple du Cantal. Quand vous allez là-bas, vous avez un massif volcanique qui est énorme, entre 50 et 70 km de diamètre. En gros, c'est 2 fois la superficie de l'Etna, qui est considéré comme un des plus grands volcans actifs d'Europe. On a eu des éruptions sur le Cantal entre 13 millions d'années et 3 millions d'années. Depuis 3 millions d'années, bon, c'est fini, vous avez des beaux paysages, des jolies vaches. En tout cas, il faut y aller, c'est sympa, mais vous ne risquez pas grand-chose du point de vue des éruptions pour l'instant. Pour les Monts d'Or, éruption entre 4,5 millions d'années environ, jusque vers les 230 000 ans. Donc c'est beaucoup plus jeune. Et c'est là-bas qu'on va trouver le toit du Massif central avec le puits de Sancy, 1885 mètres. Ce sont des volcans dits inactifs. Ça dépend. Vous avez côté Mont d'Or, vers la ville de Besse, le groupe du Pavin, avec des âges qui sont très très jeunes, moins de 10 000 ans. On a eu des éruptions dans ce groupe de volcans vers les 6 700 ans pour le lac Pavin. C'est le plus jeune volcan de France métropolitaine. Vous reconnaissez très bien les formes du cratère. Une forme en entonnoir. Le magma est remonté ici il y a 6 700 ans. Il a rencontré peut-être l'eau d'une nappe phréatique, l'eau d'un cours d'eau, l'eau d'un lac. Et puis la rencontre entre le magma et l'eau a été explosive. Et à chaque fois qu'il y a eu une explosion, ça a creusé un peu plus profond. Et le trou, le cratère s'est rempli d'eau et ça forme un beau lac circulaire. Donc ça veut dire qu'on est dans la catégorie des volcans dits actifs pour les volcanologues. 1500 volcans sont considérés comme actifs aujourd'hui dans le monde. Lors d'éruptions, des gaz et particules solides comme liquides se libèrent. Des phénomènes physiques complexes se créent alors. On va parler de 2 couches de l'atmosphère. Celle où on se trouve aujourd'hui jusqu'à peu près 12 km d'altitude dans notre région, c'est ce qu'on appelle la troposphère. Donc c'est la première couche de l'atmosphère. Et au-dessus, on a la stratosphère. Et en fait, il y a des éruptions qui vont être cantonnées dans la troposphère, qui ne vont jamais monter au-dessus, et des éruptions qui sont tellement puissantes que le panache peut monter au-dessus et rentrer dans la stratosphère. Et là, du coup, on a des éruptions qui sont très importantes, avec beaucoup de cendres, beaucoup de téphra, beaucoup de gaz également. Récemment, en 2022, on a eu le Unga Tonga, où la hauteur du panache, c'était 55 km d'altitude. Et là, on va avoir l'atmosphère qui va pouvoir disperser ces cendres, et des fois, ça peut faire carrément le tour de la Terre. Après une éruption explosive d'un volcan, il peut y avoir un effet de refroidissement. Ça, c'est ce qui est observé par vous, par les scientifiques. Oui, donc quand on a une éruption explosive, on a l'émission d'un panache volcanique, donc dans lequel on a des téphras, des cendres plus particulièrement, mais on a aussi des gaz volcaniques. Il y a plusieurs types de gaz volcaniques. Il y a de l'eau en grande proportion, du CO2 ensuite et après du SO2, donc du dioxyde de soufre. Et c'est celui-là qui va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre du refroidissement parce que c'est ce SO2 qui va être à l'origine de ça. Donc directement, le SO2, quand il est émis dans l'atmosphère, il va s'associer aux molécules d'eau qui sont présentes. En gros, ça va condenser. Donc on va former des petites gouttelettes, surtout d'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique est assez spéciale puisqu'elle a un albédo très fort. C'est-à-dire qu'elle va renvoyer des rayons du soleil qui ne vont pas nous parvenir, donc c'est un refroidissement. On va avoir donc ce refroidissement, mais aussi, paradoxalement encore une fois, ces petites gouttelettes et cette condensation va pouvoir former des nuages. Et en fait, dans ces nuages, si on a des toutes petites gouttelettes, ces nuages vont récupérer les infrarouges solaires et vont réchauffer en fait l'environnement autour d'eux. Donc on a un réchauffement, mais on a surtout
c'est l'effet principal, un refroidissement. Et cet effet est différent si on a des éruptions dans la troposphère, donc sous 12 km, ou si on en a dans la stratosphère. C'est différent parce que le temps de vie, c'est-à-dire le temps que va passer la molécule d'acide sulfurique dans l'atmosphère, va être différent. C'est de quelques semaines dans la troposphère, mais ça peut monter à quelques années dans la stratosphère. Donc, même si quelques années, à l'échelle géologique, c'est pas beaucoup quand même. À l'échelle géologique et aussi climatique, en fait, c'est pas beaucoup. Donc si on observe des refroidissements, on en a observé après l'éruption du Pinatubo en 91, 1,5 degré, ce qui est quand même beaucoup, et ça peut descendre jusqu'à 1 degré, voire plus. C'était le cas après l'éruption du Tambora en 1815. Et ce refroidissement est soit local, soit global, dans le cas de ces deux éruptions, mais surtout restreint dans le temps, donc quelques années, c'est 3, 4 ans peut-être, mais pas plus en fait. Une zone volcanique peut dégazer. Donc c'est du dégazage qu'on dit passif en général, et dans ce dégazage, on a toujours les mêmes composés, de l'eau, du CO2, du SO2, et donc comme je viens de le dire, il y a du CO2 qui est émis par les volcans. On sait aujourd'hui, donc on l'a mesuré un petit peu partout, et on a fait des moyennes en fonction du temps, que la contribution dans l'émission de CO2 globale dans l'atmosphère des volcans, c'est moins de 1% de l'émission globale par rapport à celle anthropique. C'est-à-dire que nous, les hommes, on émet plus de 99% du CO2 émis dans l'atmosphère si on comparait avec l'émission de CO2 des volcans. Basé sur ces chiffres-là, on ne peut pas du tout dire que les volcans sont à l'origine d'un réchauffement global du climat autour de la planète. Je m'apprête à faire un petit tour dans les entrailles de la Terre. Je vous dis à très bientôt dans l'info en plus climat.